Un bon petit film d'action et de survie dans lequel quelqu'un se trouve coincé dans une situation de vie ou de mort peut certainement faire palpiter ton cœur. Mais au moins tu peux t'échapper de ce monde stressant du film une fois qu'il est terminé. Malheureusement, c'est pas toujours le cas pour tout le monde, car de temps en temps, des histoires terrifiantes de personnes désespérément coincées dans des endroits étroits et mortels se produisent dans la vie réelle. Des personnes coincées sous une plaque de glace dans une rivière glaciale de l'Alaska, à l'homme qui a passé 60 heures coincé au fond de la mer alors que son oxygène s'épuisait rapidement. Prépare-toi à entendre quelques-unes des histoires vraies les plus claustrophobiques que tu n'aies jamais entendues. Voyage de minuit aux toilettes. Au cours d'une nuit normale, se réveiller pour aller aux toilettes est plutôt irritant. Mais en mai 2013, l'appel de la nature a en fait sauvé la vie de Harrison Ojegba-Okin, 29 ans. Harrison, cuisinier sur l'un des 3 remorqueurs d'un pétrolier chevron au large des côtes du Nigeria, s'est réveillé à 5 heures du matin et a quitté sa chambre pour se rendre dans la salle de bain commune située au bout du couloir. Mais alors qu'il entrait dans la salle de bain, une vague géante a fait chavirer le bateau et l'a fait couler. Ses compagnons d'équipage ont eu du mal à évacuer car ils étaient obligés de s'enfermer dans leur chambre en raison des protocoles de protection contre les pirates. Malheureusement, ces mesures de sécurité les ont laissés pris au piège. Mais comme Harrison était déjà sorti lorsque le bateau a chaviré, il a été le seul à pouvoir s'échapper. Du moins, il a essayé. Dès qu'il s'est engagé dans le couloir, un puissant jet d'eau l'a emporté dans une autre salle de bain avec une poche d'air. Harrison s'est accroché à une bassine renversée pour garder la tête hors de l'eau, tandis que le navire continue de dégringoler près de 30 mètres au fond de l'océan. Des plongeurs sauveteurs sont immédiatement arrivés sous les lieux. Mais n'étant pas préparés à une plongée aussi profonde, ils ont fini par battre en retraite sans jamais atteindre l'épave. Ainsi, sur les 12 membres d'équipage à bord, seul Harrison a réussi à échapper aux puissantes griffes de la mer, mais sa seule survie n'a pas été un grand réconfort. Après avoir passé près d'une journée dans la salle de bain, Harrison, épuisé, a décidé de prendre son destin en main et a nagé dans l'obscurité totale jusqu'au bureau de l'ingénieur qui se trouvait à proximité. Là, il est tombé sur une autre poche d'air, mais cette fois-ci, il pouvait se tenir debout. Harrison a arraché le lambris du mur et l'a fixé à un matelas flottant pour en faire une plateforme, ce qui lui a permis de se reposer un peu, même si sa faim et sa soif devenaient de plus en plus insupportables. Pendant ce temps, un navire de soutien à la plongée, le Lewek Toucan, avait déployé une équipe de plongeurs en eau profonde pour récupérer l'équipage. Alors qu'il montait lentement à bord, la dernière chose à laquelle il s'attendait était qu'une main se tende et touche l'un des plongeurs, ou plus précisément la main d'une personne encore en vie. D'autant plus que selon les scientifiques, la poche d'air de Harrison, d'une capacité de 216 pieds cubes, ne devait contenir assez d'oxygène que pour survivre pendant 2 jours et demi. Et il était là depuis 3 jours. Lorsque les plongeurs l'ont sauvé, Harrison souffrait sans le savoir de la maladie du caisson, une affectation dans laquelle des bulles d'azote se forment dans le sang, en raison des changements radicaux de pression qu'il avait subis pendant que le navire coulait. Si des plongeurs ramenaient Harrison directement à la surface, ces bulles pourraient perturber ses fonctions vitales, ce qui pourrait bien lui être fatal. Pour les récupérer en toute sécurité, Harrison a donc été remonté petit à petit dans une cloche de plongée, puis placé dans un caisson de décompression pendant 2 jours supplémentaires. Une fois qu'il a refait surface pour de bon, Harrison s'est complètement rétabli, à part le fait qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un sentiment de culpabilité pour avoir été le seul survivant. Il s'est retourné dans sa ville natale de Warri, au Nigeria, et s'est juré de ne plus jamais mettre les pieds sur ou dans la mer. Il a retrouvé un emploi de cuisinier, mais compte tenu de l'incroyable épreuve qu'il a traversée, je doute que tu le vois préparer quelque chose au rayon fruits de mer. Exercice de renforcement de l'esprit d'équipe. Un jour de juin 2018, une équipe de jeunes footballeurs appelés les Sangliers Sauvages, originaires d'un village rural du district du Mae Sai en Thaïlande, a terminé l'entraînement par une tradition salutaire. Ils se sont aventurés jusqu'à la grotte voisine de Tom Long, où les nouveaux membres de l'équipe se rendent traditionnellement pour écrire leur nom sur le mur à l'intérieur. Les 12 garçons, accompagnés de leur entraîneur adjoint, se sont aventurés à l'intérieur, débordant d'excitation. Mais ils étaient loin de se douter que leur innocente excursion prendrait bientôt une tournure incroyablement horrible. Le soir venu, comme aucun des membres de l'équipe des sangliers n'était rentré, leurs familles se sont dirigées directement vers la grotte. Et dès que les familles virent les vélos à l'entrée, ils alertèrent les autorités, et à juste titre. Au plus profond de la grotte, les sangliers sauvages rencontrèrent des problèmes. Une pluie de mousson soudaine avait provoqué une crue et la grotte entière se remplissait rapidement. L'entrée étant devenue inaccessible, le groupe n'eut d'autre choix que de s'enfoncer à l'intérieur pour finalement se retrouver sur une petite plateforme rocheuse à environ 4 km de l'entrée.
Là, ils se blottirent les uns contre les autres pour se réchauffer et leur entraîneur adjoint, un ancien moine, leur enseigna même des techniques de méditation pour utiliser moins d'énergie. Heureusement, malgré leur manque de nourriture, les sangliers sauvages avaient de l'eau potable sous forme d'humidité sur les murs. Mais même cela ne suffisait pas à apaiser leur plus grande peur, celle de savoir si quelqu'un allait venir les sauver. Heureusement, une véritable opération de sauvetage se déroulait rapidement à l'extérieur. Les Navy Seals thaïlandais, la police nationale et des bénévoles locaux mirent tous la main à la pâte. Mais malgré les efforts des ingénieurs pour pomper l'eau hors de la grotte, la montée des eaux rendait presque impossible l'accès à l'intérieur. 5 jours plus tard, la première équipe de secours internationale venue du monde entier, notamment du Royaume-Uni, de Belgique et d'Australie, arriva sur les lieux. Ils luttèrent avec acharnement contre les éléments, devant non seulement manœuvrer dans des espaces étroits et peu fiables, mais aussi le faire dans l'obscurité et dans des conditions incroyablement brumeuses. Finalement, un peu plus d'une semaine après l'incident, les plongeurs atteignirent enfin une caverne qui semblait parfaite pour une base clé, car elle pouvait être drainée jusqu'à un niveau praticable. À partir de là, 2 plongeurs décidèrent de continuer seuls. Ils nagèrent à l'aveuglette dans la grotte lorsque soudain ils tombèrent sur une poche d'air. Au moment où ils retirèrent leur masque, ils virent les 13 sangliers sauvages, fatigués, affamés, mais vivants. Les plongeurs firent la seule chose qu'ils pouvaient et laissèrent quelques lumières à l'équipage avant de promettre de revenir avec de la nourriture. Et c'est ainsi qu'une recherche apparemment sans espoir se transforma en une mission de sauvetage. Les sangliers sauvages ont été rejoints par un médecin militaire qui leur a prescrit un régime spécial composé d'aliments liquides nutritifs à forte densité calorique et d'eau minérale additionnée de vitamines. Il était essentiel qu'ils reprennent des forces car le plus dur restait à faire. Non seulement les sauveteurs devaient extraire 13 personnes d'une grotte dans laquelle même les plongeurs professionnels avaient du mal à pénétrer, mais en plus le niveau d'oxygène dans la chambre était passé de 21% à 15%. Le temps était donc compté et les sauveteurs n'avaient que des options limitées à leur disposition. Ils devaient soit prendre le risque de plonger avec les garçons, soit attendre que les eaux de la mousson se retirent, ce qui prenait parfois jusqu'à 4 mois. Après avoir soigneusement pratiqué des méthodes d'entraînement à l'extraction avec des garçons locaux dans des piscines des environs, pour s'assurer qu'une telle entreprise était possible, près de 100 plongeurs thaïlandais et étrangers se sont préparés à passer à l'action. Grâce à des cordes de guidage mises en place, chaque sanglier a été attaché à un plongeur professionnel et a reçu un masque de plongée avec de l'oxygène. Les sangliers ont été sortis de la grotte d'une manière peu conventionnelle. Endormis et anesthésiés, ils furent sortis un par un grâce aux actes héroïques des plongeurs qui les guidèrent dans ces eaux troubles, profondes et étroites. Une fois amenés à l'extérieur grâce à un système de poulies, ils reçurent immédiatement de l'oxygène et furent transportés à l'hôpital de Chiang Rai dans le nord de la Thaïlande, où ils se rétablirent tous. Mais avant que tu penses que je termine cette histoire sur une note totalement joyeuse, prépare-toi pour quelque chose de ridicule. Depuis l'incident, sans doute à l'horreur des sauveteurs héroïques de l'équipe, les responsables locaux prévoient de transformer la grotte en musée et en attraction touristique. 13 jeunes ont failli mourir, sans parler de 2 plongeurs qui ont malheureusement perdu la vie lors du sauvetage, et ils voudraient y envoyer des touristes aux yeux écarquillés pour s'amuser. Ouais, je passe mon tour pour ce lieu de vacances. Le voyage d'une vie. En juin 2003, Blake Stanfield, 38 ans, a surpris son père Neil en lui offrant une excursion en rafting pour son 65e anniversaire. Les 2 hommes eurent toujours été proches et une descente de la rivière Koyukuk en Alaska a toujours figuré sur leur liste de choses à faire. Le vendredi 6 juin, ils ont donc été déposés à l'embranchement nord de la Koyukuk, point de départ de leur voyage d'une semaine, sur plus de 120 km jusqu'à la ville de Bettles. Blake et Neil avaient prévu de prendre leur temps, de faire de la randonnée sur un terrain accidenté et de se détendre autour de feux de camp. Seulement les choses ne se sont pas déroulées de façon aussi idyllique. Quelques heures après être partis en cataraft, les hommes ont remarqué que des plaques de glace s'accrochaient de part et d'autre de la rivière. Ils n'y ont pas prêté attention car lorsqu'ils avaient remonté la rivière jusqu'à la zone de débarquement, rien d'important n'avait semblé bloquer leur chemin en aval. Et ce n'est que lorsqu'ils prirent un virage qu'ils virent une plaque de glace s'étendant sur toute la rivière, que Blake et son père ont commencé à paniquer. Ils ont essayé de pagayer vers l'amont, mais le courant était trop fort, et en un instant, le bateau a heurté la glace et s'est retourné. Les 2 hommes ont été entraînés sous la plaque dure comme de la pierre, la glace raclant leur peau et une seule mince couche d'air leur permettant de respirer rapidement. À un moment donné, ils se sont engouffrés dans une ouverture avant que la rivière ne les entraîne sous une autre plaque, cette fois sans aucune poche d'air. À ce moment-là, les poumons de Blake étaient à bout. Il ne voyait plus son père et ne pouvait plus rien faire pour l'aider. Il pensait qu'ils allaient mourir, mais c'est alors que la glace s'est soudainement dégagée.
Instinctivement, Blake a nagé jusqu'à la rive la plus proche. Il a couru le long du rivage à la recherche de son père qui s'était accroché à un bloc de glace et a finalement réussi à l'aider à débarquer avec une branche. Contusionnés et grelottants, les hommes n'avaient plus qu'un briquet, un couteau, 2 gilets de sauvetage, des sifflets, une carte et une paire de cuissardes. Le reste de leur équipement avait disparu depuis bien longtemps en aval, et ils descendirent la rivière jusqu'à ce qu'ils trouvent une ravine sèche avec un arbre tombé en travers. Le squelette parfait pour un abri. Mais même avec cette base rudimentaire, alors qu'il restait 6 jours avant que le pilote de Bruce ne les attende à Bettles, Blake commençait à se rendre compte qu'il n'y arriverait probablement pas. À 65 ans, Neil était faible et en hypothermie, et il avait du mal à marcher. Blake ne voulait pas quitter son père, mais à 10h30 le lendemain matin, il se mit en route pour trouver de l'aide. Son voyage ne fut cependant pas de tout repos. Non seulement le terrain traître de l'Alaska donnait l'impression de marcher sur des boules de bowling, mais Blake devait aussi faire attention aux grizzlies, qu'il eut heureusement repéré assez tôt pour réussir à se faufiler sans se faire voir. Après plus de 12 heures de marche, Blake s'arrêta pour se reposer pour la nuit. Il était loin de se douter que Neil avait ses propres problèmes. Au milieu de la nuit, le malheureux aîné s'est réveillé pour découvrir que le feu de camp rudimentaire qu'il avait allumé avait mis le feu à son abri. Incapable de l'arrêter, il dut assister impuissant à la transformation de l'ensemble de son habitation de fortune en cendres. Fort heureusement, là où certains souffrent, d'autres se dirigent vers le succès. Le matin venu, Blake a atteint une région surélevée de la rivière. Il entendait les avions qui passaient, mais bien qu'il ait allumé un feu, personne ne l'a jamais remarqué. Les hommes finirent par passer 5 jours séparés sans nourriture ni ravitaillement, jusqu'à ce que finalement un pilote de Bruce repère leur radeau sur une berge et descende son avion pour le vérifier. Blake, qui se trouvait heureusement dans la même zone, a commencé à agiter son gilet de sauvetage et le pilote l'a enfin vu. N'ayant nulle part pour atterrir, le pilote ne put que déposer à Blake de la nourriture et une radio avant de se diriger vers le père de Blake qui était heureusement toujours en vie. Le service de secours du parc a été immédiatement prévenu et 4 heures plus tard, un hélicoptère a récupéré les hommes dans leurs positions respectives. Ils étaient meurtris, sales, affamés et gelés, mais à part ça, tout allait bien. Et si tu pensais que cette expérience de mort imminente était suffisante pour qu'ils abandonnent tous les deux le rafting, eh ben tu te trompes. Peu de temps après, Blake et Neil sont retournés à la rivière Koyukuk pour une deuxième descente. Seulement cette fois-ci, ils ont passé le voyage ensemble. Coincé dans l'argent. En septembre 2013, une Française de 91 ans originaire de Rennes était en train de faire ses courses du samedi, lorsqu'elle a fait un saut dans la banque BNP Paribas la plus proche. Après avoir demandé à voir son coffre-fort, l'employé de la banque l'a conduit dans la chambre forte et l'a verrouillé derrière elle, comme le veut le protocole bancaire standard. Mais ce qui n'était pas dans le protocole bancaire, c'est qu'elle a eu une défaillance cérébrale d'ampleur nucléaire et qu'elle a oublié la vieille dame pour le reste de la journée. Plutôt pourri comme action, n'est-ce pas, non ? Eh bien, ce n'est pas tout. La même employée de banque a éteint les lumières et est partie à la fin de la journée, sans jamais vérifier la chambre forte insonorisée. Cette pauvre dame de 91 ans s'est retrouvée coincée toute seule dans la chambre forte de la banque, sans téléphone ni moyen de communiquer avec le monde extérieur. Mais le pire, c'est qu'on était samedi, ce qui signifiait que la banque ne rouvrirait pas le lendemain matin. Cette malheureuse personne s'est retrouvée face à la réalité de devoir rester assise jusqu'à lundi, dans l'obscurité, avec l'impression que les murs se refermaient sur elle et sans aucune source évidente d'air frais. Heureusement, le fils de la dame s'est inquiété de ne pas avoir de nouvelles d'elle le samedi et a fini par appeler la police. Après avoir retracé les pas de la dame et visité tous ses endroits préférés, ils se sont finalement retrouvés à la banque. Mais ça n'a pas suffi. Malgré plusieurs appels frénétiques, le directeur de la banque n'est arrivé qu'à 10h le dimanche matin. Heureusement, à part une certaine déshydratation, la vieille dame était en pleine forme. Mais je doute qu'on puisse en dire autant de l'employé de banque une fois que son directeur en eut fini avec lui. La grotte Close Shave. En avril 2017, Cisco Grazia, professeur de géologie, s'est glissé dans les eaux étincelantes de Majorque pour faire de la plongée. Lui et son compagnon de plongée, Guilherme Moscaro, voulaient explorer Sa Picta, une grotte située sur le long de la côte de Majorque avec de nombreuses chambres immergées qui s'étendent à partir de son entrée, parfaite pour de la plongée spéléologique. Ils nagèrent pendant près d'1 heure sous l'eau, s'enfonçant à près d'1 kilomètre de profondeur dans un labyrinthe truffé de stalactites. Pendant que Cisco prélevait des échantillons de roches, Guillaume s'est aventuré à cartographier une chambre encore plus profonde. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface et qu'ils prennent conscience de l'horreur de la situation. Leur ligne de guidage, un fil de nylon, s'était cassé, et ils ne le retrouvaient nulle part. Pour ne rien arranger, leur bouteille d'oxygène était presque vide. Heureusement, Cisco s'est souvenu avoir entendu parler d'une poche d'air dans une chambre voisine.
Il y a conduit Guilhem et sont rapidement planifié un itinéraire de sortie sur leur carte. Malheureusement, il ne restait que suffisamment d'oxygène pour qu'un seul d'entre eux puisse sortir. Alors Sisko dit à Guilhem d'y aller. Une fois seul, Sisko a retiré la plupart de son équipement et commencé à explorer la chambre. Il s'est alors rapidement rendu compte que l'eau à la surface était potable, et il a également trouvé un grand rocher plat sur lequel il pouvait se hisser. Alors que les choses semblaient prometteuses au départ, après 7 ou 8 heures d'attente, il commença à s'inquiéter. Guilhem était-il mort? Quelqu'un savait-il qu'il était là? Même s'il gardait son calme, l'oxygène de sa poche d'air s'épuisait rapidement. Et Sisko fut rapidement victime des effets de l'inhalation d'une trop grande quantité de dioxyde de carbone. En plus d'avoir mal à la tête et d'être incapable de dormir, Sisko commençait à délirer. Il croyait constamment voir des lumières apparaître à proximité, mais chaque fois qu'il clignait des yeux, elles disparaissaient. Sisko finit par entendre un bruit au-dessus de lui. On aurait dit des réservoirs remplis d'air, et pendant un instant, il crut que ses luttes étaient terminées. Mais les bruits s'arrêtèrent et il se rendit compte que ce n'était qu'une autre hallucination. Le désespoir et l'asphyxie l'envahissant, Sisko n'entendit presque rien lorsqu'un autre bruit retentit tout près. Et cette fois, ce n'était pas une simple hallucination. Un plongeur sortit de l'eau et Sisko l'embrassa avec un soulagement indescriptible. Il s'est avéré que les bruits qui avaient été entendus n'étaient pas des hallucinations, mais il s'agissait en fait des tentatives infructueuses des sauveteurs de percer le sommet de la caverne pour lui fournir de la nourriture et de l'eau. Lorsque Sisko sortit finalement de la grotte, il fut choqué d'apprendre qu'il avait passé près de 60 heures dans cette dernière. Aussi désastreux que cela puisse paraître, ni Sisko ni Guilhem ne tournèrent le dos à la plongée. En fait, un mois seulement après l'incident, Sisko retourna dans la caverne. À ses yeux, il l'avait déjà conquise et elle ne pouvait plus rien lui faire pour la battre. Est-ce que tu aurais les mêmes sentiments après avoir frôlé la mort? Dis-le-moi dans les commentaires. Un cambriolage qui tourne mal. En une soirée normale de 2011, le directeur général John Risco reçut un appel de son patron, le propriétaire des Peasants Pizza Place à Guilderland dans l'état de New York, lui demandant d'aller vérifier l'alarme incendie qui s'était déclenchée. John ne s'attendait pas à grand-chose en allant là-bas, mais une fois à l'intérieur, il fut choqué de découvrir qu'un cambrioleur était dans le restaurant. Seulement, au lieu d'être effrayé, John a éclaté de rire. Et pourquoi? Parce que le cambrioleur, Timothy Cipriani, 46 ans, était coincé dans un puits au-dessus de la cuisinière, et seules ses jambes pendaient à l'extérieur. Apparemment, Timothy avait grimpé un arbre sur le toit et s'était introduit dans le conduit d'aération. Mais lorsqu'il a essayé de se glisser en contrebas, il est resté coincé. Ce qui est bien sûr le pire cauchemar des claustrophobes. Cependant, en essayant de se libérer, Timothy a fini par marcher sur un tuyau qui fait partie du système d'extinction des incendies, ce qui l'a fait éclater et a déclenché l'alarme. Je ne sais pas ce qui est le pire, être coincé à mi-chemin d'un conduit d'air sombre et étroit, sans espace pour se retourner et sans rien pour appuyer ses pieds, ou essayer de se faufiler dans le conduit d'air. Les policiers présents sur les lieux ont dû passer 30 minutes pour désincarcérer Timothy avant de pouvoir l'arrêter. Et lorsqu'ils ont finalement vérifié son casier judiciaire, ils ont découvert avec amusement que Timothy avait déjà été inculpé lorsqu'il s'était introduit dans un autre restaurant new-yorkais, El Rey Sushi Frito. Cette fois-là, il avait été condamné après que la police eut trouvé sur les lieux une serviette que Timothy avait utilisée pour s'essuyer après s'être coupé la jambe sur la fenêtre par laquelle il était entré par effraction. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'espoir pour ce type. Alors que certains cerveaux criminels laissent des cartes de visite, Timothy, lui, se laisse tout simplement lui-même. L'extraction de la pâte de noix. À l'occasion de Thanksgiving en 2009, John Edward Jones, 26 ans, étudiant en médecine et spéléologue confirmé, en d'autres termes une personne qui explore des grottes comme un passe-temps, a décidé de faire de la spéléologie avec un groupe d'amis dans le comté d'Utah. Le 24 novembre, le groupe s'est aventuré dans la Nutty Putty Cave, un lieu de spéléologie populaire connu pour ses incroyables tours et détours. John a décidé d'essayer de trouver le bien nommé Burst Canal, une formation connue pour être outrageusement étroite. Malheureusement, bien que John ait déjà emprunté ce tunnel lorsqu'il était plus jeune, il n'a pas réalisé que celui qu'il avait choisi cette fois-ci était en fait un tunnel différent et bien plus étroit. Tout commença de façon prometteuse. John se tortillait à l'aide de ses hanches, de son ventre et de ses doigts, mais il se rendit vite compte qu'il était coincé à l'envers. Et il n'avait pas de possibilité de se retourner ou de revenir en arrière. Honnêtement, on dirait un scénario de Ted the Caver, une série d'histoires effrayantes écrites et partagées en ligne au début des années 2000 par un spéléologue du nom de Ted, qui partageait fréquemment des photos de lui posant dans des positions totalement claustrophobes pour accompagner ses récits encore plus horribles. Seulement, contrairement à Ted, la situation de John n'était pas fictive. Complètement coincé, la seule option de John était de continuer à avancer.
Il a donc aplati sa poitrine en expirant et s'est glissé un peu plus loin dans l'ouverture. Mais lorsqu'il a dû inévitablement inspirer à nouveau, sa poitrine s'est dilatée et il s'est retrouvé encore plus coincé qu'avant. Est-ce que tu peux t'imaginer être coincé si étroitement que tu ne puisses respirer qu'une fraction de ta capacité pulmonaire? Le niveau de panique de John a dû monter en flèche. D'autant plus que son frère n'a pas réussi à le tirer par les mollets et a fini par le laisser pour aller chercher de l'aide. Les sauveteurs du bureau du shérif du comté de l'Utah sont finalement arrivés et ont entamé une tentative d'extraction compliquée. Ils ont réussi à libérer partiellement John à l'aide d'un système de cordes et de poulies. Mais à ce stade, John était suspendu la tête en bas avec une capacité respiratoire limitée depuis plus de 8 heures. Par nécessité, il a été mis sous perfusion et soulevé dans une fissure un peu plus large, mais encore assez étroite pour le maintenir coincé. Il a même réussi à parler à sa femme sur une radio de la police. Tout le monde semblait soulagé jusqu'à ce que le désastre frappe à nouveau. En raison d'une défaillance de l'équipement, le système de corde a replongé John dans la fissure où il était coincé, et l'opération de sauvetage est revenue à la case départ. Tentant une approche différente, les sauveteurs ont utilisé des outils pneumatiques pour ébrécher la roche autour de John. Mais après plus de 24 heures à l'envers, la pression et le stress exercés sur le corps de John étaient tout simplement trop importants. John a fini par ne plus réagir et peu après, un médecin a confirmé qu'il avait quitté la vie terrestre à la suite d'un arrêt cardiaque. Plutôt que de risquer d'autres blessures en le récupérant, la décision a été prise de laisser John sur place, et du béton a été coulé dans le tunnel en guise de mémorial, tandis que l'entrée de la grotte a été barricadée. Bien sûr, ce n'est pas la fin heureuse que nous aurions tous souhaité, mais cela montre l'immense danger qu'il y a à se retrouver dans des situations horriblement claustrophobes. Est-ce que tu as déjà vécu une histoire de ce genre? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous, ça pourrait peut-être nous inspirer pour un prochain épisode. Comme d'habitude, et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.